Histoire de l'église de Don Charles Poulet, la chrétienté avant la Réforme, suite, chapitre 2, les sciences sacrées. 1. La théologie dogmatique, scotisme et occamisme. Le XIVe et le XVe siècle marquèrent une véritable déchéance de la scolastique. Il faut surtout en chercher la cause dans la multiplication des universités et des écoles, dans l'insuffisance du personnel enseignant et dans l'ingérence des princes qui iront jusqu'à imposer l'occamisme aux nouvelles universités d'Ingolstadt en 1472 et de Tübingen en 1477. Trois écoles sont alors en présence: le thomisme, le scotisme et l'occamisme. Le bienheureux Jean Dunscott, surnommé le docteur subtil, naquit à Maxton en Écosse vers 1265. Après avoir pris l'habit des frères mineurs, il fut envoyé à Paris pour conquérir ses grades. Il enseigne ensuite les sentences à Oxford en 1300, puis à Paris en 1302. Ses succès universitaires le mettent en évidence, mais sa fidélité à Boniface VIII le rend suspect aux partisans de Philippe le Bel. Pour échapper à des poursuites, il est envoyé à Cologne où il meurt en 1308. Bien que sa carrière ait été très courte, l'œuvre de Dunscott rivalise en importance avec celle de Thomas d'Aquin, dont il ne fut pas l'adversaire systématique comme on le répète faussement depuis Renan. Loin d'être un critique négatif et un semeur de division, il eut l'ambition de faire la synthèse de l'aristotélisme et de l'augustinisme, que jusqu'à lui on ne faisait qu'opposer l'un à l'autre. L'œuvre de Scott, troublée par des événements politiques et d'ailleurs inachevée, est assurément bien inférieure à celle de saint Thomas au point de vue de la richesse et de l'ordre architectonique de son contenu, dit Étienne Gilson, mais elle l'emporte à son tour par la puissance et l'originalité de l'inspiration qui l'anime. On peut regarder comme authentiques les questions sur la métaphysique, l'Opus Oxoniense et les Reportata Parisiensia, qui sont un commentaire des sentences et l'œuvre théologique principale de Scott, puis les Collationes et le De Primo Rerum Omnium Principio. Le De Rerum Principio est définitivement rejeté comme apocryphe. Quant aux Theoremata, la question de leur authenticité reste pendante. L'occamisme donna le coup de mort à la scolastique. Guillaume, né à Occam, dans le comté de Surrey, appartenait à l'ordre franciscain et fit ses études à Oxford où il commenta les sentences. Il enseigna ensuite à l'université de Paris où il brille vers 1320. Ses principaux écrits sont des commentaires sur la logique et la physique d'Aristote, un commentaire sur les sentences, un Quod Libeta Septem et le Centiloquium Theologicum. À ses yeux, rien de réel que le particulier, et l'on ne doit pas dépasser les constatations expérimentales. Les concepts ne sont donc que de simples noms, entre parenthèses nominalisme, de purs termes, entre parenthèses terminisme, et les idées générales ne répondent à rien de réel, d'où un scepticisme inquiétant en ce qui regarde les données métaphysiques et une volonté arrêtée de ne point dépasser les constatations expérimentales. Toutes les preuves de l'existence de Dieu n'aboutissent qu'à de simples probabilités, et l'immortalité de l'âme devient indémontrable. Ainsi l'empirisme mène-t-il à l'agnosticisme. Encore chrétien, Occam n'échappera au scepticisme que par la croyance aveugle, par le fidéisme, en sorte que la foi, véritable coup d'état dans la vie intellectuelle de l'homme, devient chose subjective, irraisonnée et incommunicable. La doctrine d'Occam fut censurée à Avignon dès 1323, puis condamnée par l'Université de Paris,
en 1339 et 1340. En 1346, Clément VI prémunissait les étudiants parisiens contre ces variés et extranéés doctrinés sophistiqués. En 1348, il condamnait les erreurs d'un autre nominaliste, Nicolas d'Autrecourt, qui, niant la valeur transcendante du principe de causalité, déclarait l'existence de Dieu indémontrable. D'autre part, Guillaume d'Occam achevait de se fourvoyer en prenant parti pour Louis de Bavière, contre Jean XXII. Néanmoins, dès la seconde moitié du XIVe siècle, l'occamisme régnera en maître à l'université de Paris. Pierre d'Ailly et son élève Gerson vont le professer. Les plus marquants des occamistes se nomment Jean Buridan, qui prône un déterminisme psychologique apparenté à celui de Leibniz, et Marcille d'Ingham, mort en 1396, dont l'originalité est d'avoir tenté un... dont l'originalité est d'avoir tenté un accord entre le nominalisme et la métaphysique d'Aristote. Les divergences considérables qui séparent Marcille du maître suffiraient à prouver que l'occamisme n'est plus un système unifié, comparable aux grandes synthèses de l'époque précédente, mais une philosophie de dissolution et d'éclectisme. Ainsi s'oppose à la via antiqua des philosophes du XIIIe siècle la via moderna, ou l'individualisme orgueilleux, rompant tout lien de docilité traditionnelle, s'étale en opinions bizarres et hétéroclites. L'influence de l'occamisme va se prolonger. Luther s'en réclamera, qu'il avait connu par Gabriel Biel, mort en 1495, professeur à Tübingen. Il aboutira lui aussi au même fidéisme qui désespère de la raison. Toutefois, au point de vue de la méthode, il abandonnera la dialectique terministe pour ne s'en remettre qu'à l'autorité de la Bible. Ainsi s'achèvera la faillite de l'intelligence. En vain, le thomisme essaya-t-il de réagir avec des hommes tels que Pierre de la Palue, Hervé de Nédelec et surtout Jean Capreolus. Appelé le prince des thomistes, celui-ci composa les Libri Defensionum, où il oppose résolument l'enseignement du maître au scotisme et à l'occamisme. Mais ces thomistes attardés n'eurent pas suffisamment le génie de l'invention adaptatrice. D'ailleurs, l'excès de la dialectique et de la méthode purement expérimentale avait ruiné l'autorité de la raison, dont le thomisme montrait l'accord avec la foi. On lit en note. Il faut toutefois noter qu'en se cantonnant dans l'expérience, les nouveaux docteurs parisiens tels que Buridan, Albert de Saxe et Nicolas Oresme ont pu préparer les grandes découvertes scientifiques mises au jour ensuite par Léonard de Vinci et Galilée. Fin de note.